Pour ce qui est de la réforme foncière, il faut noter que lorsqu'on s'engage à une réforme, on vient pour répondre à des problèmes précis et à poser des diagnostics. Je pense que Madame Dorothée est revenue sur pas mal d'éléments. Et lorsqu'on parlait du diagnostic ou de la problématique foncière en RDC, il s'est posé un problème de l'insécurité juridique et judiciaire de terres, surtout rurales, hein, des communautés locales, des peuples autochtones, parce que vous savez qu'au niveau urbain, il y a toutes les mesures sont là, on a tout un cadre juridique qui reconnaît quand même le droit à la propriété individuelle et collective aux personnes. Et il y a un cadre institutionnel qui est là, le conservateur de titres immobiliers accompagné du cadastre, toute une administration qui est là, mais qui ne s'occupait pas de la situation des terres rurales, hein, des peuples autochtones et communautés locales, tout justement parce que la loi de 1973 avait prévu qu'il devait y avoir une ordonnance présidentielle, soit un acte réglementaire qui devrait préciser en cette question, mais ça faisait 52 ans, cette ordonnance n'a jamais été prise, et vous vous rappelez à l'époque, on était sous un régime présidentiel, c'est-à-dire c'est le chef de l'État qui gérait tout, qui centralisait l'action du gouvernement en même temps, et actuellement ça devrait être le décret du Premier ministre en fait. Mais maintenant, il fallait reformer. Et pour ce faire, on est parti de toute cette réforme sectorielle qui ont été lancées. Et dans la réforme foncière, on avait 4 livrables principaux. Il y avait d'abord la politique, la loi, le plan. Mais jusque-là, nous avons déjà 3 livrables qui sont là, qui sont disponibles. La politique a été publiée en 2022. Le plan foncier, déjà techniquement validé. Et le plan foncier, c'est quoi? C'est un outil de mise en œuvre de la politique, parce que la politique, elle est stratégie qui donne des orientations et clarifie certaines choses. Et le plan foncier permet de pouvoir chronométrer toutes les activités qui sont prévues, hein, les activités prioritaires qui sont prévues dans la politique, et aussi chiffrer chaque activité. Et le plan foncier que nous avons est de 15 ans, séquencé en 5 ans, donc on aura des sous-plans quinquennaux, et il est prévu aussi qu'au niveau de province, qu'il y ait des plans provinciaux de foncier. Mais qu'est-ce que nous avons noté en termes de faiblesse ou bien de force par rapport à la loi? Il faut dire que ce n'est pas une nouvelle loi, mais c'est plutôt une loi qui vient modifier et compléter les dispositions qui existaient. Il faut dire que les forces doivent d'abord partir par de dispositions qui ont été ou de principes qui ont été maintenus dans la loi actuelle, notamment les questions de la propriété exclusive que Maman Dorothée est revenue ici de l'État sur le sol, pas sur les immeubles, hein, mais sur le sol. C'est revenu encore dans la présente loi. La question de certificats d'enregistrement comme étant une preuve attestant la propriété de biens immobiliers, en quelque sorte, ça c'est également revenu, et autant d'autres dispositions qui sont revenues. Je pense que la liste elle est longue, mais pour les innovations qu'on peut noter dans cette loi en termes de force, Maman Dorothée est revenue sur l'accès aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables à la terre, ce qui n'était pas très précisé hein, dans l'ancienne loi. La question de la numérisation des titres fonciers, ce qui nous éviterait par exemple à avoir des titres fictifs et avoir pas mal de dossiers. Parce qu'aujourd'hui, hein, on est avocat de profession, on sait que nos tribunaux sont remplis des affaires qui sont plus liées aux conflits parcellaires, aux conflits fonciers, et qui relèvent plutôt de conflits de succession, et ainsi de suite. Et là, ça pose beaucoup de problèmes. Et pour répondre à cette situation-là, la loi a innové en créant une procédure préalable de conciliation, un peu comme ce qui s'est fait en matière du travail.
Je pense que pour ceux qui sont déjà affrontés au conflit individuel de travail, ils savent que vous ne pouvez pas, par exemple, saisir le tribunal sans passer par l'inspecteur du travail. Et ça réduit le nombre de dossiers qui sont directement portés devant la juridiction de l'ordre judiciaire. Et donc, il faudrait obtenir un avis de non-conciliation avant de saisir le tribunal. Et une autre force remarquable que nous avons notée dans cette loi, c'est la responsabilité pénale et civile des autorités politico-administratives, et nous citons notamment les conservateurs de titres immobiliers et les chefs de division du cadastre, qui très souvent nous créent beaucoup de problèmes. Vous allez voir, sur un même fonds, sur une même parcelle, il y a deux titres qui sont parfois signés par la même autorité et qui portent peut-être deux numéros cadastraux, mais le parti litigant ou en conflit réclame le même fonds, et lorsqu'ils saisissent le tribunal, très souvent, selon l'ancienne loi, on appelait les conservateurs de titres immobiliers comme témoins pour venir renseigner, comme renseignants en fait. Ou bien on faisait une réquisition à expert pour qu'il vienne donner des informations, alors que c'est lui qui est l'auteur de ces désordres-là. Et donc, du coup, nous avons apprécié qu'il y ait cette pénalisation et cette responsabilité pénale et civile des conservateurs qui doivent être très regardants lorsqu'il faut émettre ou soit signer un document, un titre de propriété. Mais il y a quand même aussi des faiblesses. Et le faiblesse, je pensais que maman Dorothée allait revenir sur ça. La première faiblesse, c'est d'abord la non prise en compte du concept peuple autochtone dans cette loi. Vous allez voir, même dans les dispositions qui ont été révisées, nulle part on parle de peuple autochtone. Il est vrai qu'on parle de population vulnérable. Les peuples autochtones ne sont pas population vulnérable. Il faudrait vraiment les citer, tout simplement parce que il y a toute une loi qui porte sur la protection et la promotion des droits des peuples autochtones. Et là, cette dimension-là n'avait pas été prise en compte. Et un autre élément, c'est que le CIF, qui est prévu dans la politique, parce que si vous lisez par exemple la politique, vous allez voir dans la ligne directrice, si je ne m'abuse, 12, il est clairement indiqué que la loi devrait, n'est-ce pas, préciser la question de terre, la gestion ou la question de la sécurité de terre rurale à travers le système d'information foncière. Et ça n'a jamais été pris en compte par notre loi, alors que c'était une orientation clairement indiquée par la politique. Nous avons quand même ressenti ce non-alignement entre la politique, qui est un cadre stratégique, et la loi qui devrait appliquer cela. Et donc, du coup, les terres des communautés aujourd'hui demeurent toujours insécurisées. Donc, un peu comme on dit, avant la réforme égale après la réforme. Et donc, il faudrait qu'on essaie de pouvoir se battre, nous, acteurs de la société civile et défenseurs des droits de communautés locales, de pouvoir travailler encore davantage. Et nous allons pouvoir le faire à travers certaines mesures d'application. Les mesures d'application de cette loi, vous savez que la loi, elle est générale. Elle renvoie, par exemple, au pouvoir réglementaire beaucoup de compétences, de détailler tout le principe et de pouvoir clarifier chaque question. Et c'est à cette étape-là qu'on pourra, n'est-ce pas, qu'on tenterait de pouvoir inclure les dispositions qui pourront sécuriser les droits fonciers des communautés locales.